Bonjour et bienvenue dans Lights Camera Action, le premier podcast référence dans le cinéma. Ici, on aura les grandes stars comme les révélations. On vous fera aussi découvrir tous les métiers du cinéma. Bref, bienvenue dans ce nouveau podcast qui, je le répète encore une fois, est et sera la référence en termes de podcast cinéma. Et pour mon premier invité, si je devais le résumer en une phrase par rapport à son parcours, je dirais que le destin d'une vie ne tient qu'à un détail. Jacques Mérine avait déclaré en son temps c'est la France la première qui m'a mis une arme à la main quand elle m'envoyait en Algérie. Concernant mon invité, c'est son père qui lui a mis une arme à la main, mais une arme d'un autre genre, une caméra. Et dès cet instant, il a su ce qu'il voulait devenir, comédien. Et à partir de cet instant, dans la vie, comme dans le ring, et comme sur les plateaux ciné, notre invité a bataillé pour ne jamais s'enfermer dans les rôles clichés qu'on lui proposait. C'est ainsi qu'il a pu s'attirer l'œil de grands réalisateurs tels que François Ozon ou encore le palmécanois Abdelatif Kechiche, jusqu'à ce que lui-même devienne réalisateur en passant derrière la caméra avec un fabuleux premier film. Je suis vraiment heureux de recevoir et d'accueillir Monsieur Salim Keshouch dans le premier numéro de Lights Camera Action. Quelle introduction, merci Mounir. Ah ben, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Le comparatif avec Mérine, c'est marrant. Non, mais c'est vrai que la caméra, on peut comparer ça à une arme. Et d'ailleurs, on appelle ça shooter. C'est pas pour rien. Donc ouais, c'est vrai que à mes même 12 ans, mon père avait acheté un caméscope pour filmer les instants de famille et tristement ma maman qui était malade et pour garder ça comme souvenir. Et dès lors, cet objet m'a fasciné. Et même si je dois être plus précis, c'est venu même avant. C'est venu au mariage de mon oncle du bled en 89. Et là, c'était un ami, un voisin du quartier qui avait justement tout le matériel pour pouvoir filmer des mariages, etc. Et à l'époque, ça se faisait en VHS, grosse cassette là. Et ça m'avait fasciné. D'ailleurs, j'ai utilisé certaines de ces images pour mon premier film, L'Enfant du Paradis. Et là, j'avais une dizaine d'années. Donc voilà, c'est vrai que ça m'avait fasciné. Par la suite, mon père en a acheté une. Ça coûtait très cher à l'époque. Et je l'utilisais pour faire des films amateurs avec mes amis, mon frère, ma famille. Et d'ailleurs, ces films, hélas, été effacés par mon père parce qu'il trouvait ça complètement débile, inutile. Et il préférait garder des instants de famille. Donc voilà, ça, je les ai en souvenir. Et je sais que eux, les cassettes, on pouvait effacer, tu vois, réenregistrer sur les bandes. Donc je suis un peu triste qu'on les ait pas gardés. Mais voilà, j'ai toujours mes combats de boxe et les instants de famille qui sont gardés dans ces VHS. Mais justement, c'est marrant que ton père, en fait, t'ait donné cette caméra pour ensuite refaire ce que tu faisais avec ton petit frère, à savoir des vidéos assez marrantes. Il y avait quelque chose de spécial au sein de ta famille. C'était quoi son rapport au cinéma? Est-ce qu'il y avait un rapport spécifique au cinéma? Ou c'était juste comme ça, par le plus grand des hasards, qui t'a offert cette caméra, en fait? Non, il y avait quand même un rapport à la caméra, on va dire. Ouais. Il m'a même offert un appareil photo, un argentique, un Fujica des années 70. Et je l'ai récupéré. Je fais parfois un peu de photos avec. Et je pense que mon père, il avait ce truc avec l'image, en tout cas. D'accord. Avec l'image, avec l'envie de graver les souvenirs de famille, de les garder. Ouais, donc toutes les photos de famille, il les faisait avec cet appareil-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a des jolies photos de famille. Aujourd'hui, c'est un peu perdu avec les téléphones portables, etc. Bien sûr. On fait plein de photos, mais on les utilise pas vraiment. À l'époque, il y avait la pellicule, on les développait, on avait les photos qu'on foutait dans le salon et tout. Donc je pense que lui déjà, mon père, il avait ce rapport à l'image. Et même, je vais te dire autre chose, même le rapport à la comédie. Je pense que ce que j'ai fait une école de théâtre par la suite, après avoir fait quelques films. Mais lui, c'était je pense, le meilleur acteur que j'ai connu, ou même, tu vois, mais dans la vie, quoi, dans la vie de tous les jours, au marché, comment il négociait les choses, comment, voilà, dans son comportement. Et en fait, les premiers
les premiers avec qui on a du mimétisme, c'est nos parents, notre famille. Exactement. Et donc, je lui rends hommage parce que je l'ai cité au générique de mon film en tant que réalisateur des images d'archives de l'Enfant du Paradis. Et aussi comme prof de théâtre. C'était mon premier prof de théâtre. Il y a un moment clé dans ta vie, c'est quand en fait tu opères t'es repéré par un certain Gaël Morel, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Premier film. En 93, en vrai, à la base. Ouais. J'étais tout petit et on allait faire moi, je viens de Lyon. J'ai grandi à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon. C'est une cité qui est connue tristement pour les premières émeutes quasiment en France. Et puis d'autres choses. Hein. Il y a Khaled Kelkal, mais parce que c'est des cités où il y a vraiment la misère, très loin de la ville, vraiment enclavée. Et aussi pour Benzema, des choses plus positives, des joueurs de haut niveau. Moi, j'y suis allé, là, j'ai présenté mon film et il y avait plein de gens, parce qu'on parle souvent des cités par rapport aux choses négatives, mais moi, je voyais tous ces héros du quotidien, que ce soit des gens qui sont devenus professeurs, qui ont amené leurs élèves, des amis d'enfance, des gens qui travaillent dans la politique, etc., sur le terrain, dans le social. Et on parle rarement de ces gens-là. On parle beaucoup des actes de vandalisme, des choses comme ça pour justement apeurer la population. Mais bizarrement, les médias, ils ont pas trop envie de montrer les gens positifs, quoi. Et c'est les héros du quotidien. Et à chaque fois que j'allais présenter mon film et que on me disait bravo, t'es un exemple pour tout le monde et tout, je disais en fait, il y a d'autres exemples que je trouve encore plus forts que mon parcours, que le parcours de certains sportifs, parce que on a des parcours assez fulgurants, assez symboliques en réalité. Exactement. Et c'est pour ça que ça donne l'exemple. Mais on devrait mettre en avant, moi je pense, ces gens-là aussi, plus, pour que justement les jeunes ils puissent s'identifier à des parcours classiques, à des gens qui ont tout simplement fait des études et qui ont réussi à avoir une vie heureuse, épanouie, sans forcément devenir une star ou joueur de foot. Parce que c'est quand même très très compliqué. C'est déjà, même quand on n'est pas d'origine étrangère ou ayant grandi dans des quartiers populaires, déjà c'est dur de devenir acteur, chanteur ou sportif de haut niveau. Donc, montrer ces exemples de gens de la vie du quotidien, je pense que ce serait bien. Ouais. Ça, je l'ai beaucoup répété. Et donc, oui, pour en revenir à ta question, la rencontre avec Gaël Morel s'est faite tout bêtement lors d'un voyage à Paris avec la MJC. Okay. Donc voilà, encore les bienfaits de la MJC et du social. Parce que c'est vrai que la France, c'est un pays qui avait beaucoup misé sur le social. Exactement. Ça s'est un peu détérioré ces derniers temps, on va dire, avec la montée des tensions où l'argent il n'est pas mis aux mêmes endroits. Mais quand même, ça sert. Voilà, j'en suis un exemple avec la MJC de mon quartier. On était parti faire un colloque à Paris qui s'appelait Avoir 20 ans l'an 2000. Et dans ce transport, dans ce car de ramassage, il y avait Gaël Morel qui avait une vingtaine d'années à l'époque. Moi, j'en avais 13. Et il parlait de cinéma et ça m'avait interpellé. Et je lui ai dit que moi aussi, j'étais réalisateur et que j'ai réalisé des films avec le caméscope de mon père. Incroyable. Ouais, il m'a dit, écoute, laisse-moi ton nom, tes coordonnées. À l'époque, c'était un téléphone fixe. Ouais. Et il m'a rappelé 2 ans après. Pour me faire passer le casting de son premier film. Donc là, j'avais 15 ans et puis j'ai été pris, j'ai fait ce premier film et de fil en aiguille, j'ai commencé à et bien justement, quand tu te rends pour la première fois en fait sur un plateau, est-ce que tu as encore des souvenirs précis de cette première fois? Est-ce que ça te paraissait réel ou irréel quand par rapport à l'idée que tu te faisais d'un plateau ciné en fait? Déjà j'étais petit. Déjà, donc c'est loin. Et ouais, non, pour moi, c'était un peu un monde réel. C'est le monde du cinéma. Déjà, c'était intouchable. Déjà, il y avait personne de ma famille, personne de mon entourage, ni de loin, ni de près, qui était mêlé à ce milieu-là. Ouais. Donc, c'était un milieu intouchable pour moi de mon point de vue. Et après, je trouvais ça fou qu'il y ait tous ces gens autour de toi qui travaillent. À l'époque, j'avais l'impression pour moi, mais en fait, ils travaillent pour le film. Et il y avait un gars qui me ramenait un café, un autre qui me ramenait un truc, on me maquillait, machin. J'ai dit, j'appelais mes potes à la cité, je leur disais, il y a un qui me ramène des cafés, il y a un qui me fait des trucs. Ça m'avait vraiment marqué. Et je parlais pas verlan à l'époque, parce qu'avant Vlan, on parle pas verlan. Il y a un gars il y a un pélo qui me ramène un café. Et donc voilà, ça me paraissait fou.
de ça. Et puis après, il y avait le fait de jouer. Je crois que j'étais assez à l'aise parce que déjà, je pratiquais la boxe. Et j'avais un côté quand même gestion de l'espace, avec mon corps, sentir que la caméra, elle était là, comment se déplacer, comment gérer l'espace. Et il y avait un truc d'instinct aussi faudrait que je revoie les films, mais je pense que évidemment ça se travaille et qu'on évolue, mais il y avait déjà un truc sur la justesse intérieure, de savoir quand on parle juste, quand on parle un peu comme dans la vie. J'étais pas encore au point, mais je recherchais ce truc-là en tout cas. Et c'était fou comme expérience. Et est-ce que c'est après être sorti de cette première expérience que tu t'es dit mon destin c'est ça, ou tu t'es dit je me suis éclaté, j'ai eu cette opportunité de faire ça, mais peut-être que c'est pas mon devenir en fait, parce que en parallèle de ça, t'avais une carrière sportive aussi. Ouais, et puis j'étais à l'école aussi. Hein. Faut pas oublier que j'étais à l'école. Pour ma famille, il fallait que j'ai mon bac, fallait que voilà, c'était pas le cinéma, c'était pas un truc d'avenir. Et pour moi, c'était une expérience. C'était genre, je m'étais plus dit la deuxième solution là, la deuxième formule. Je m'étais plus dit j'ai eu une chance, j'ai fait ça. Mais faut pas y croire, faut pas rêver. De toute façon, nous, on n'est pas fait pour ça. Et voilà, c'était déjà une chance de faire un film. On verra. Et en réalité, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'avais plus envie de réaliser des choses, de raconter mes histoires plutôt que d'être acteur. Et au final, j'ai été piqué par le virus de l'acting, on va dire. À quel moment ça que t'as été piqué ? Tu t'es dit, là, ça y est, c'est mon destin. Au moment où j'ai plus accès quasiment, en fait, c'est bizarre parce que quand t'enlèves quelque chose dans la vie, c'est là que ça te manque. Et donc j'ai fait ce film-là. Ensuite, j'ai été repéré dans ce film-là par François Ozon, avec qui j'ai tourné. Puis j'ai refait un film avec Gaël Morel, voire 2. J'en ai fait 3, je pense, avec Gaël et 1 avec Ozon. Donc j'ai fait 3-4 films avant la fin des années 90. Et il est arrivé un truc dans ma vie où j'ai été coupé un peu de ça. Je suis parti, on va dire, pour un voyage initiatique en Algérie. Je suis parti un peu faire le point. J'avais perdu ma maman. J'étais dans un moment difficile de ma vie, un tournant, parce que souvent on parle de la jeunesse comme un moment doré, mais c'est un moment de mise en point aussi, de se décider qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. Est-ce qu'on va partir ? Est-ce qu'on va rester dans son milieu de base et tout ça ? Et en fait, au moment où j'ai plus accès à ça, je me suis dit, en fait, j'avais une chance de malade d'avoir une entrée dans ce monde-là. Et puis, c'est pas dans ce monde-là qui me fascinait, mais c'était le fait de pouvoir dégager des émotions, de pouvoir échanger, d'être dans l'humain. Et je me disais, soit je voulais être éducateur spécialisé, soit éducateur avec les jeunes du quartier et tout ça, soit, en tout cas, je voulais être au contact des gens, je voulais faire quelque chose qui soit en relation avec l'être humain. Et comme j'étais assez bon dans la boxe, on allait nous faire ça s'appelait le ring mobile, on allait dans les cités, on déployait un ring avec les gamins du quartier, on les faisait boxer en boxe éducative. Et ce qui me plaisait, c'était ça. Je me disais, voilà, j'ai commencé à passer mon BAFA, je me disais, voilà, je vais travailler dans l'animation, dans l'associatif, dans l'éducation. Moi, c'était un éducateur qui nous avait un peu tous sortis de là avec la boxe. Et qui d'ailleurs, avec qui je suis en contact toujours, qui a beaucoup aidé les gens du quartier. Et voilà, je voulais faire ça, je voulais redonner un peu la chance qu'on m'avait donnée à travers soit le sport, l'éducation. Voilà, et puis je poursuivais des études littéraires. J'ai commencé une fac d'histoire parce que j'aimais beaucoup l'histoire. Mais en parallèle de ça, j'étais champion de France de boxe la même année. Donc j'avais à un moment donné des choix qui s'offraient à moi et j'avais besoin d'une pause pour vraiment me décider. Je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et quand je suis rentré d'Algérie, j'ai commencé une école de théâtre qui s'appelle la Seine-sur-Saône à Lyon. D'accord. Voilà. Et là, ça y est, tu t'es senti vraiment, tu t'es dit, une fois rentré dans cette école, tu t'es dit, ça, c'est ma voie. Tu voulais plus en dévier. Ouais, je me suis dit ça à ce moment-là. Et le théâtre notamment, parce que j'avais pas touché au théâtre. Et là, je touchais un peu au théâtre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était un peu compliqué parce qu'à l'époque, même à Lyon, c'est difficile de rentrer dans des écoles de théâtre. Et quand tu avais un nom à consonance maghrébine ou africaine, c'était difficile encore plus. C'était encore plus difficile. Et on m'avait parlé d'une école qui était dirigée par un gars qui avait grandi là où j'avais grandi, qui était un Italien de la première vague d'immigration. Et c'était mon entraîneur de boxe. Il m'a dit, il faut que tu ailles passer l'audition là-bas. C'est Didier Vignali, paix à son âme aujourd'hui, qui ouvrait un peu son école avec des gens différents. C'était pas que blanc. Et d'un coup, j'avais passé les essais, enfin l'audition. J'étais arrivé avec
Je raconte la petite histoire parce que j'étais avec mon survêt Lacoste de la même couleur et je devais faire un alpiniste. Et donc, quand je suis arrivé dans l'audition, ils étaient tous avec des costumes de Molière et tout, avec leurs répliques, machin. Et moi, je suis arrivé, je fais, waouh, c'est quoi le truc et tout. J'avais appris mon texte et j'avais pas de réplique. Et c'était un mec qui avait grandi avant là, qui s'appelait Yazid. Et je lui dis, ouais, tu peux pas me donner la réplique, s'il te plaît? Et il m'a dit, ok, je te donne la réplique. Et genre, moi, j'ai dit, comment je vais faire? Genre, tu vois, l'alpiniste. Donc, j'ai noué ma veste de survêt autour du cou. J'ai mis une bouteille d'eau que j'avais dans la bagnole dedans et un tournevis que j'avais dans le coffre. Et donc, j'ai commencé à ramper au sol, en mode alpiniste. Et moi, j'avais fait que du cinéma, donc j'ai commencé à lui dire... je parlais comme ça, je parlais tout doucement. Je dis, alors, tu faites-vous là? Et là, il me fait, je suis là, parce que non. Et donc, j'ai commencé à me dire, ah ouais, faut parler fort au théâtre. Et genre, la deuxième réplique, je fais, oui, je suis là, parce que machin. Tout le monde a explosé de rire, parce qu'ils se sont rendus compte que j'ai capté sur le moment. Ouais. Donc, système D, qu'il fallait parler plus fort et tout. Donc, à la fin des auditions, le directeur il est venu, il m'a dit, franchement, t'as quelque chose. Il m'a dit, t'as aucune technique, mais il y a quelque chose. Donc, on va aller dans cette voie-là, on va te prendre dans l'école. Tu vas essayer de choper tous les trucs que tu peux, techniquement, pour t'armer pour ce métier-là. Mais c'est vrai que c'était assez drôle, cette audition. Tu dis que c'est le théâtre, en fait, qui t'a fait prendre conscience que c'était ta voix. Pourquoi ça fait ressortir au fur et à mesure que tu as interprété des pièces là-bas, ça a fait ressortir des émotions profondes, liées peut-être à des souvenirs, voire des traumas d'enfance, tout ça. Qu'est-ce qui a fait que le théâtre, c'est parfois plus fort que le cinéma? Beaucoup le disent d'ailleurs. C'est pas par rapport à ça, c'est pas par rapport aux émotions profondes que ça a pu susciter. C'est juste de conceptualiser ce métier. Et de dire, en fait, c'est un métier, c'est, en fait, mon corps, ma façon de bouger, tout ça, c'est un outil. Et en fait, je vais l'utiliser pour faire des personnages. Et en fait, c'est vraiment... Parce que ce qui est très difficile, en fait, à la base, c'est la distanciation avec qui on est, ce qu'on représente. Et souvent, les gens, ils nous en parlent. Ils disent, ouais, tu nous représentes. Ouais. Oui. En fait, la liberté d'acteur, la liberté d'être un acteur. Et on va pas reprocher à Sean Penn de faire le rôle d'un mafieux et après faire le rôle d'un gay. Ouais. Alors que parfois, dans certaines communautés ou dans certains milieux où on n'arrive pas à faire la distanciation entre ce métier d'acteur qui est un métier en fait. C'est-à-dire c'est une interprétation. C'est pas parce que tu vas tuer des gens dans un film que t'es un tueur. Enfin, exactement. Tu vois, des gens, ils associent beaucoup les personnages à nous-mêmes. On veut dire qu'à l'époque, quand il y avait un méchant qui jouait dans un film, au tout début du cinéma, on l'attendait à la sortie pour le tabasser, parce qu'on croyait que c'était vraiment un méchant. Donc voilà, donc on n'en est plus là, mais un petit peu quand même. On associe les gens à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils représentent. Et en fait, avec le théâtre, comme on interprétait une multitude de rôles, on pouvait passer de la commedia dell'arte au répertoire classique, à des pièces très contemporaines, à jouer des rôles différents. On pouvait jouer un homme, une femme, un monstre, une créature. Enfin voilà, c'était... Donc on apprenait, on pouvait même jouer des fois un arbre, une pomme, j'en sais rien. Mais le théâtre, c'est vraiment différent. Ça nous apprend à se transformer. Et c'est à partir de là où je me suis dit, ah ok, en fait, c'est un outil et je vais pouvoir l'utiliser... de toutes ces manières-là. J'ai réussi à prendre un peu de distance. Ok. Et une fois cette formation terminée, tu remontes sur Paris et tu tentes ta chance. Tu dis, je vais... Ouais, classique. Ouais. Et là, en fait, classique et pas classique, parce que, en fait, je fais une rencontre aussi, et c'est sur lui que j'ai, comment dire, qui a été l'inspiration de mon film. Ce n'est pas je tiens bien à le préciser, c'est pas une biographie. Ouais. Et c'est un ami, enfin, c'était mon meilleur ami, Yamin Belmadi, ouais, qui était acteur que j'ai rencontré, paix à son âme, sur le tournage des Amants criminels de François Ozon. Et c'était un de nos premiers rôles à tous les deux. Ouais. On était tout jeunes. Lui, il arrivait d'Aubervilliers, pareil, écorché vif, tout ça. On était gamins. On s'est embrouillé le premier jour. Après, on est devenus les meilleurs amis du monde. Voilà. Et c'est lui qui m'avait dit, il m'a dit, tu viens à Paris, tu quittes ta cité. Là, c'est fini. La boxe, les trucs. Tu viens. Et on s'installe. On s'était installés tous les deux. Il avait un studio. Je venais squatter chez lui. Tout ça. Et on avait tous les deux la passion du cinéma. Donc il y avait un peu de compète aussi, okay. Donc on se motivait, tout ça, et en même temps on se donnait les plans, et ça a été vraiment un moteur. Et moi, quand j'ai commencé comme très jeune, et je voyais ça d'un œil bizarre, je me disais franchement, Paris c'était bizarre, tu vois, c'était speed, tout ça, et en même temps il y a un truc qui m'attirait, parce que les gens quand même ils arrivaient à se mélanger.
Je voyais un peu plus de mélange qu'à Lyon, qui était une ville très bourgeoise, où il y avait vraiment un clivage entre la banlieue est et la bourgeoisie lyonnaise, où ça se mélangeait pas du tout. Et à Paris, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui s'amorçait entre la culture hip-hop. Ouais. Il y avait plus de mélange, il y avait plus de choses comme ça, même entre toutes les ethnies. Où Lyon, il y a une très grosse communauté maghrébine, ça se mélangeait moins que les autres, mais parce que justement, c'était la mentalité un peu de la ville. Ouais. Alors que quand je suis arrivé ici, je voyais plus de gens différents qui se mélangeaient. Et je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal, c'est quand même plaisant. Après, Paris, c'est chaud. Quand t'arrives, tu vois, tu demandes un renseignement dans la rue, on te calcule pas. Tu te dis, c'est bizarre, les gens ils sont stressés et tout. Mais il y avait quelque chose d'attirant. Donc ouais, j'ai fait le classique, quoi. J'ai pris mon petit baluchon, les petites économies que j'avais, et je suis monté à Paris dans un 10 mètres carrés. Voilà. Et le classique, quoi. Comme à 18 ans, j'ai quitté ma province, quoi. Et c'était dur au début. Quand parfois tu te prenais des refus, quand tu faisais des essais ou des castings, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit c'est tellement compliqué que je vais lâcher, ou non, au contraire, c'est un carburant à ne pas lâcher parce que j'ai ça en moi, je sais, et je veux le montrer au reste du monde. Est-ce que tu as eu des périodes de doute? Il y a eu les deux, en fait. Il y a eu les deux. Il y a eu des moments où tu y crois à fond, où tu te dis, allez, c'est bon, c'est maintenant. Des moments où pardon, t'as des moments à vide. Enfin, t'as des passages à vide. Et surtout, c'était une autre époque. Moi, j'ai commencé il y a longtemps. Donc, il y avait des moments où les rôles qu'on nous proposait, c'était que des rôles clichés, que des choses... Donc, à un moment donné, t'es désespéré même des rôles qu'on te propose, au-delà du fait que t'en aies ou que t'en aies pas. Mais à un moment donné, tu te dis, mais on va proposer que les mêmes rôles à chaque fois. Donc, et c'est cliché. Moi, je me suis même retrouvé à un casting où le gars, il m'a dit, ouais, mais tu peux pas parler comme les mecs de banlieue, tu sais, tu vois, on parle comme ça et tout. Et je me suis dit, waouh, on en est là et tout, putain. Et c'était grave parce que nous, on était déjà dans la société en avance sur le cinéma. Et moi, à l'époque, je me disais, le cinéma, normalement, il doit être en avance sur la société, il doit montrer un exemple. Et j'avais beaucoup d'espoir, en fait. J'étais idéaliste sur le cinéma, j'avais des idéaux. Et en fait, j'étais déçu par le côté un peu rétrograde du cinéma, qui était pas... Dans la société, déjà, on se mélangeait. Il y avait des couples mixtes, il y avait des gens... Enfin, il y avait des gens... basanés, noirs, qui parlaient très bien le français, qui n'étaient pas obligés de... Voilà. Et puis en même temps, il y a une culture hip-hop aussi qu'on a... À un moment donné aussi, urbaine, qu'on a nié, qu'on voulait nier. Oui, c'est vrai. Devait s'habiller bien, machin, fallait mettre des chaussures pour arriver en truc. Et en fait, on était un peu comme ça, dans un truc... on savait pas trop comment se positionner. S'il fallait changer de nom et s'habiller différemment, ou s'il fallait complètement assumer... qui on était, et justement affirmer l'appartenance à un groupe social, à un groupe ethnique ou culturel. Et donc, ça veut dire que, en fait, ton époque à toi, quand t'es arrivé dans le cinéma, t'as senti ce choc des classes. Tu l'as senti clairement? Mais à fond. Ouais. T'arrives dans un milieu, c'est un milieu quand même assez bourgeois, c'est un milieu assez fermé, et ça, je l'ai mis dans mon film. En fait, tout ça, j'ai essayé de le synthétiser dans ce premier film. À travers les rôles, c'est plus difficile parce qu'en fait, quand t'es acteur, on te propose, si t'as de la chance, tu vas décrocher des rôles, on te propose, mais c'est une interprétation. Donc tu vas servir l'histoire de quelqu'un. Tu racontes pas une histoire, tu racontes l'histoire d'un personnage à travers ton interprétation, mais t'es pas maître de l'histoire. Donc tu vas plutôt servir quelque chose. Donc à un moment donné, je me suis senti, je continue d'être acteur, je vais continuer à faire des films. Mais voilà, j'ai envie de faire des rôles qui racontent quelque chose, ou bien de les écrire moi-même. Et justement, il y a une rencontre clé dans ta vie, c'est celle du réalisateur Abdelatif Kechiche. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Et parce que lui, c'est vraiment pour le coup un réalisateur qui va à contre-courant de tout ce qui se fait dans le cinéma français. Il propose vraiment quelque chose de singulier. Et comment s'est faite cette première rencontre? Est-ce que tu as des souvenirs? Et est-ce que là, tu t'es dit, au moins, on me propose quelque chose qu'on m'avait pas proposé avant, en fait? Parce que lui, c'est quelqu'un en plus qui pousse ses comédiens dans leur retranchement pour donner le meilleur d'eux-mêmes, en fait. Donc, ouais. En fait, ça s'est fait... Des fois, le Mektoub, le destin, il se fait de plusieurs manières, en fait. Il y a des points de rendez-vous qui se créent sans le savoir. Et en fait, à la base, le premier truc important, j'avais fait une série pour Arte qui s'appelle Fortune. Ouais.
Et en fait, on avait fait un unitaire qui avait cartonné, qui était dans le top 5 des meilleures audiences d'Arte. Et c'était la première fois où les 4 rôles principaux, c'était des gens, on va dire, étrangers. Tu vois, c'était des Rebeux, des Gitans, Chinois, tout ça. Enfin, c'était mélangé, tu vois, pour la première fois. Et en fait, lui, le réalisateur qui s'appelle Stéphane Meunier, qui avait fait Les Yeux dans les Bleus, qui avait eu à l'époque un 7 d'or. Ouais, ce documentaire mythique. Incroyable. On dirait avec Léonce d'Itrone. Non, je rigole. Mais qui avait eu voilà, et c'était Les Yeux dans les Bleus, le 98, le fameux documentaire. Ouais. Et donc lui, il était fan de Keshish. D'accord. Il l'est toujours, je pense. Mais et à l'époque, il voulait travailler avec ce truc. C'est pas de l'improvisation, parce que l'improvisation, quand on dit improvisation, c'est galvaudé. En fait, c'est la répétition d'une scène avec les thèmes et les enjeux et le début, le milieu, la fin, les rendez-vous de la scène. Et en fait, comment on va la faire, mais sans avoir le texte. Ok. Aller le trouver nous-mêmes. Mais c'est pas de l'impro, parce que de l'impro, c'est comme si tu disais, allez, je vais faire tourner la caméra, les acteurs, ils vont faire ce qu'ils veulent, et ça va être génial. Sinon, c'est trop facile, on serait tous des génies. Ça se base quand même sur quelque chose. Bien sûr, mais ça se base complètement sur quelque chose, et même ça se base encore plus sur la répétition, et encore plus sur la recherche que quand t'as un texte, que chacun dit sa réplique, chant contre chant, chacun dit son truc, et en fait, après, c'est dans la boîte. Là, faut 4 fois plus galérer pour emmener les acteurs vers ce que tu veux et vers dire les choses comme toi tu as envie qu'ils le disent, et eux qu'ils aient l'impression que c'est eux qui ont inventé le truc. Ouais. Tu vois, donc c'est tout subtil. Et donc lui, il travaillait comme ça. Et j'ai eu la chance de travailler là-dessus et de faire une série complète où j'avais le rôle principal. Et donc voilà, quand je suis arrivé chez Keshish, alors ça s'est fait de manière très très marrante, parce que pour La vie d'Adèle, j'ai passé une audition. Ouais. J'étais pas libre au moment du tournage, parce que je faisais une série pour Arte, la télévision portugaise et la Rai et tout. Ça, Odysseus, c'est un truc de gladiateur. Alors, franchement, c'est mythique, ça, c'est un vrai dossier. On était en jupette et tout, avec des armures, des glaives, machin. C'était une tentative, on va rechercher. On a des images, on va mettre des images en Orion, jouer Orion, fils de Sparte. C'est quand même pareil. J'ai les cheveux longs et tout. Ouais, j'avais une armure et tout. Chevalier Zodiac. Et non, mais c'était chaud. Et donc je pouvais pas, parce que j'avais signé un contrat. Et donc finalement le rôle, en gros, il m'était passé sous le nez. J'étais dégoûté, parce que évidemment, j'étais un grand fan de Keshish. Quand on connaît le destin après du film à Cannes. Ouais, évidemment. Et puis même, voilà, moi il y avait. En gros, il y avait lui, et je m'étais dit, soit il faut bosser avec... à l'époque, c'était soit Keshish, soit Audiard. Tu disais, il faut que je bosse avec un des deux. Et quand Audiard s'était passé, et qu'on avait tous essayé de choper un prophète, on s'est dit, putain, ça y est, le mec, pendant 20 piges, c'est lui qui va faire tous les films. On s'est dit, maintenant, Keshish, il faut qu'il fasse un film. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Là, il commençait à avoir des jeunes réals et tout, mais franchement, c'était... Voilà, j'étais un peu dégoûté. Et en fait, on m'a appelé bien plus tard, en me disant, est-ce que t'es toujours chaud pour aller tourner le film de Keshish? Je savais pas ce que c'était, je savais pas quel rôle c'était. Et j'ai dit, ok, on m'a dit, ouais, c'est pour faire une scène ou deux. Donc tu dis une scène ou deux, tu prends des affaires pour 2 jours. Tu dis, bah allez, 2 jours. Donc je suis parti avec une petite affaire à Lille. Et au final, je suis resté 3 semaines. Ah, tu vois. Et la scène, on l'a fait pendant des jours et des jours et des jours. Et je pense que voilà, lui, il a bien aimé ma proposition. C'était la fameuse scène là au vernissage de Adèle dans le film. Et il m'a dit, bah tu vas revenir. Je dis, ah ouais, je vais revenir. Donc tu vois, c'est un peu comme tu vois, tu sais pas si tu vas continuer ou pas. Et en fait, je suis revenu, et là pour le coup, j'avais pris des affaires pour 1 mois, et je suis resté une journée. On a fait la scène en 1 journée. Non, mais en plus, elle est aussi longue que l'autre. Ouais, donc c'est ça qui est fou, c'est que des fois, ça peut durer longtemps, parce qu'il y a beaucoup de monde et que la scène, il la cherche et tout ça. Et que là, on a fait en 1 journée, clac, c'était plié. Et donc à Cannes, ouais, folie. On présente le film là-bas, standing ovation de 20 minutes, Palme d'Or décerné par Spielberg, Ang Lee. Ouais, folie, franchement, un des plus beaux souvenirs de. Mais c'est moment-là, en fait, t'y crois sur le moment où tu te dis non, c'est pas possible. Je sais même pas ce que je me dis sur le moment. Je me dis déjà, en plus, je me souviens qu'Abdelatif, il avait dit, ouais, Salim, il faut qu'il vienne à côté de moi. J'avais la pression. J'étais là avec les filles et tout. Ouais. Parce que, en fait, c'est vraiment, le film, il est basé sur les 2 filles. Ouais, tous les autres rôles, en vérité, c'est des rôles secondaires, on va dire. Donc, mon rôle, il est aussi important. Enfin, c'est le rôle masculin le plus fort avec les autres, en fait. Parce que tous les autres rôles, c'est des rôles secondaires.
Donc je me dis, ah ouais, c'est quand même, c'est cool d'être à côté de lui, de partager ça à ce moment-là. Et par la suite, après, j'ai compris pourquoi, parce qu'il y avait un truc un peu, pas d'alter ego, mais ouais, et souvent on cherche, quand on est réalisateur, des alter ego. Oui, c'est vrai. Voilà, ce que j'ai cherché aussi dans mon premier film, et ce que je pense je vais continuer à chercher dans les suivants, parce que dans l'Enfant du Paradis, j'ai joué dedans. Exactement. Mais par nécessité, après, je t'expliquerai ça après, okay. mais j'ai pas forcément envie de jouer dans tous mes films. Mais on cherche souvent des gens qui peuvent, qui sont des alter ego, quoi, qui sont une autre version de nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est souvent les réalisatrices qui cherchent ça. Et donc j'ai compris ça après, mais c'était fou, c'était juste un moment suspendu dans le temps où je me souviens d'Abdelatif pendant le tournage qui me disait, j'ai tout mis sur ce film, si j'y arrive pas, je perds tout. Incroyable. Et donc après j'ai fait, Et il a tout gagné. Il a tout gagné, mais là pour le coup, Make to My Love, c'est là on attend la sortie des films, c'est dur, c'est des métiers difficiles en réalité. Mais sur Make to My Love, tu étais dans le premier. Dans le premier, je suis dans le deuxième, je suis dans le troisième, qui sont pas encore sortis. Exactement. Mais ils sont tournés. Ils sont tournés, ouais, c'est en montage, là, ça va sortir. Le 2 sera présenté à Cannes ou plus tard? Le 2, il a déjà été présenté à Cannes. Ah. Il y a eu un beau scandale. Non, oui. Mais oui, c'est le 3 qui est en cours de préparation, qui sera peut-être le 2. D'accord. Okay. On va voir. Il y a Terrence Malick aussi qui est en montage depuis 4 ans, donc on va dire que c'est l'apanage des grands réalisateurs. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, et justement, pour rester sur ta relation avec Abdelatif Kechiche, qu'est-ce qui fait que à chaque fois en fait qu'il prépare un film, il pense à toi? Est-ce que tu penses que ça y est pour lui, c'est l'alter ego qui est recherché depuis? Je sais pas, non, franchement, je peux pas répondre à sa place. Je peux pas penser à sa place. Mais c'est juste, la réalité, c'est qu'on a, on a créé une relation puissante, intime, comment dire, pas intime dans le sens famille, quoi. Un peu de reconnaissance de l'envie artistique qu'on a, d'où on vient, et même de rigolade. Franchement, on rigole beaucoup, beaucoup d'échanges aussi sur le cinéma. Moi, il m'a appris beaucoup sur la culture cinématographique. C'est quelqu'un qui transmet beaucoup. Ouais. Et sa manière de travailler sur le plateau, parce que Make to My Love, en fait, les 3, on les a tournés en 3 ans. D'accord. Donc, quasiment sur 3 ans, on va dire peut-être 12 mois de tournage, quasiment. Donc ça fait beaucoup de temps. Donc c'est quand même une parenthèse de 3 ans de ma vie où ça a été la meilleure école de tous les temps. Et est-ce que c'est là où justement tu as appris entre guillemets des tips pour toi justement plus tard déjà quand est-ce que l'idée de devenir réalisateur a commencé à trotter dans ta tête en fait? Est-ce que c'est après aussi le tournage des séries que tu as effectué, genre Braqueur et ceux que tu as fait après, ou elle était déjà présente bien avant? C'était depuis l'adolescence, l'enfance. D'accord. En fait, je pense que j'étais plus... comment dire? Que j'étais plus... j'avais plus d'envie d'aller vers la réalisation que l'acting. En réalité, l'acting, c'est venu parce que... C'est venu à un moment donné où on m'a proposé des choses, où c'est devenu une évidence. Et c'était une facilité aussi. Des fois, dans la vie, on est un peu feignant, donc on se dit, ah ouais, c'est cool, on propose des rôles, machin. En même temps, j'apprends mon métier, en même temps, je m'arme peut-être pour plus tard. J'ai appris mon métier sur les plateaux de cinéma. J'écrivais déjà, donc le premier scénario que j'ai écrit, si tu veux, je l'ai écrit à 19 ans. D'accord. Voilà, qui s'appelle L'étranger. Enfin, L'œil étranger, en fait. C'était un peu inspiré de L'étranger d'Albert Camus. Ouais. Et j'ai raconté l'histoire d'un mec qui vient habiter dans une cité, qui est blond. Et c'est lui qui est étranger dans la cité, et donc à la fin, il va commettre un acte... Comme à peu près comme Meursault dans L'étranger. Mais là, j'ai inversé un peu les trucs, et l'étranger, il s'appelle Blondin dans la cité, et puis en fait, c'est le groupe qui va l'entraîner vers sa fatalité. Donc j'avais déjà écrit un truc à 19 ans, quand j'ai commencé l'école de théâtre. Donc ça fait longtemps. Ouais. Et entre-temps, j'ai écrit plein de projets, j'ai développé plein d'idées, comme ça, mais c'est toujours le temps. Est-ce que tu vas avoir le temps de le faire, la temporalité de l'écriture, de la réalisation, ça se passe sur 1 an, et j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent. Ouais. Donc, à un moment donné, tu cours derrière les rôles, tu cours derrière ta vie, et t'essayes de vivre, et la vie à Paris, elle est chère et tout. Donc, voilà, et à un moment donné, il fallait prendre ce temps, et là, je l'ai pris il y a 2 ans pour faire l'Enfant du Paradis. Je me dis, allez, là, je fais une petite pause, et je me concentre que sur ça, et je l'ai fait. Et alors, justement, comment ça se passe quand on est justement de l'autre côté? Est-ce que c'est
toujours autant difficile de financer un film, quel que soit le genre? Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés par rapport à ça? Bah, en fait, ouais, j'ai rencontré des difficultés. Du coup, on l'a financé nous-mêmes. Vous-même? Ouais, on n'a pas attendu. Parce que on s'est dit, en fait, avec c'est un ami producteur et un autre ami qui a investi de l'argent avec nous. On a réussi à réunir un peu d'argent. J'ai investi aussi, je suis producteur associé du film. Et on s'est dit, on le fait comme ça. On y va, on le fait avec l'argent qu'on a, et puis on verra plus tard. On essaie de faire les choses dans les clous. On a payé tout le monde. On a fait tout dans les règles pour avoir les visas d'exploitation, etc. Mais on n'a pas attendu après les aides. On n'a pas attendu après le CNC, on n'a pas attendu après les régions. On y allait directement. C'était un pari très risqué, parce que moi, j'ai vu déjà plusieurs films se faire comme ça et ne pas voir le jour, rester dans des tiroirs. Et là, je l'ai fait en me disant, allez, je tente le coup, je mets tout ce que j'ai sur la table, justement de l'argent que j'avais pu gagner sur des séries, etc., que j'ai investi là-dedans. Et voilà, ça a été bien de le faire déjà. Ça m'a initié à la réalisation. J'avais déjà réalisé un court-métrage avant et ça m'avait donné quand même la confiance. Mmh. Mais c'était un pari très risqué de faire ça comme ça. Et juste que là, ça me donnait la liberté de faire comme je voulais, d'avoir la liberté de ton, parce que je dis pas que c'est mauvais, mais quand tu passes dans des commissions de lecture, souvent on va t'orienter. D'accord. Vers mais pourquoi vous parlez de ça, pourquoi faut pas parler de ça, etc. Mine de rien, ça devient politique. Ça devient tel sujet, faut pas l'évoquer comme ça. Et là, moi, j'avais une totale liberté sur mon film, que je vais essayer de garder. J'aimerais bien garder cette liberté dans les films à venir. Mais voilà, j'avais cette liberté, j'avais pas d'argent, mais j'ai de la liberté. Mais ce qui est, je le dis aux spectateurs qui nous regardent, ce qui est incroyable dans le film, c'est que malgré le peu de moyens qu'il y a, mais vraiment, Salim, je te le dis, j'ai été impressionné, moi, en fait, par la qualité visuelle du film. Vraiment. Ça m'a fait penser à des auteurs que je chéris à chaque fois que je regarde leur long métrage. Je pense à Piala, à Cassavetes aussi. Et je suis pas le seul apparemment à te l'avoir fait remarquer, qu'il y avait du Cassavetes dans ton premier film. Comment t'as fait pour que, à l'image, ça ne fasse pas cheap? Parce que le lieu en boîte de nuit, il est magnifique, la lumière est magnifique, même les séquences de nuit, dehors, c'est incroyable. Je sais pas comment on fait, il y a quelque chose de magique, en fait, dans ce truc. Quand j'ai vu, j'étais ébloui. Quand tout le monde est motivé par le même projet, déjà, c'est magique. On était une toute petite équipe, on a réduit les coûts de plein de choses. De l'équipe, on était un petit film guérilla à une dizaine de personnes. Pardon. Je suis en train de guerra, comme on dit. On peut couper ces trucs-là. Ah ouais, c'est magique. Non, mais en vrai, tu sais, je sais plus qui est-ce qui disait ça, là. C'était Jamel Debbouze qui disait, parce que moi, je vous fais exister derrière, parce qu'il y a des gens derrière, comme des fois, on parle avec eux et tout, comme ça, vous gardez tout aussi, on fera le contre-champ. Fabrice, ils sont tous derrière, ils vont tout le monde est là, il y a une vraie équipe derrière, on fait ça de manière professionnelle. Mais c'était Jamel Debbouze qui avait dit le système DDVVVV. Débrouille-toi, vite. Système, quoi. Voilà. Et en fait, nous, on a grandi avec le débrouille-toi. Exactement. Donc, moi, le film, on l'a fait en débrouille-toi. Et en fait, c'est que des potes, de trucs. Par exemple, la discothèque, c'est un ami, Mohamed Bellal, qui m'a aidé à avoir accès à ce lieu qui m'aurait coûté très cher si j'avais dû le louer. Les figurants à l'intérieur, c'est que des gens qui sont venus amicalement, qui ont cédé leur droit à l'image et tout. Mais on a tout fait, pareil, de droit à l'image, etc., etc. Mais c'est comme ça qu'on a réussi à gagner par-ci et par-là du budget, avec des connaissances, avec de la débrouille, avec aussi le fait que je joue le rôle principal. Parce que justement, moi, à un moment donné, j'ai pensé à faire un casting, à prendre un acteur, mais les acteurs, il faut les payer. Ouais. Moi, je me suis quasiment pas payé. Je me suis payé juste pour que ce soit légal. Oui, mais le minimum syndical, quoi. Même moins que le minimum syndical, je pense, en participation, tout ça. Les autres, je les ai payés, on les a tous payés, les acteurs qui sont venus. D'ailleurs, j'ai eu de super acteurs qui sont venus aussi parce que... justement, celle qui joue ta compagne, elle est juste exceptionnelle. Pardon, j'ai oublié ton nom. Nora Arnezeder. Ouais, elle est incroyable. Mais ils sont tous super, Nora Arnezeder, tous, il n'y en a pas Michel, Hassan Alili, franchement, Ndra Yadi, Zinedine Soalem, Pascal Arbio,
Salif Cissé. Enfin, franchement, il n'y a que des acteurs de folie sur le film. Le moindre petit rôle. Tous investis à 200%. Tous ont été soignés. Et puis, ils sont venus aussi par envie, j'ai pas envie de dire par amitié, parce que tu viens pas sur les choses par amitié, tu viens sur les choses pour la qualité. Et ils avaient vu aussi mon premier court-métrage que j'avais fait avec des enfants de Clichy-la-Garenne, du soutien scolaire du centre associatif de Fanny. C'est un gars qui s'appelle Farid Genfoud qui m'avait proposé à un moment donné de venir faire une intervention avec les jeunes pour leur montrer, parler du parcours et tout. Et je me suis rendu compte que c'était des purs acteurs. Je me suis dit, en fait, il faut faire un film avec eux. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas une intervention. Il faut prendre une caméra, il faut venir les filmer avec un vrai sujet. Et donc, les gens sont venus parce qu'ils avaient envie de travailler avec moi et que j'avais travaillé. Il y avait une vraie envie. Il y avait une vraie envie de part et d'autre. Et donc, ça donne ça. Ça donne un film qui est en tout cas sincère et qui sent la vérité. Et pour en revenir un tout petit peu à Keshish, parce qu'il y a aussi des gens qui me parlent de Keshish, évidemment, par rapport à mon film. Et je renie pas. L'héritage, tout ça. Ouais, l'héritage de mes aînés. Exactement. Voilà, et il en fait partie. Et lui aussi, je pense qu'il a des inspirations telles que Cassavetes, Piala. Enfin, c'est aussi ça tambouille à lui. Mais de le voir travailler, en fait, presque comme un débutant. Ouais. Parce que souvent, les gens qui arrivent avec plein de certitudes en disant « Ouais, moi, je sais, tout, je suis le meilleur », il faut souvent se méfier de ces gens-là. Il vaut mieux aller vers les gens qui se disent on va trouver ensemble, on va chercher, qui ont de l'humilité, qui sont dans la recherche artistique plutôt que personnes qui savent tout et en fait quand tu te rends compte qu'ils savent pas grand-chose. Et donc il m'a appris ça, en tout cas de toujours chercher et la manière de travailler, la manière de diriger les acteurs et tout ça. Et puis la similitude un peu dans le parcours parce que ça avait été un acteur. Au départ, il a commencé acteur. Et donc, on a beaucoup de points communs. Et ça m'a donné confiance. Okay. Plus que la science de pouvoir diriger les acteurs, ça m'a donné la confiance en me disant, lui, ça a l'air hyper simple quand il le fait. Donc, pourquoi j'essaierais pas de le faire simplement ? Et justement, la spécificité que tu as, toi, en tant que réal, parce que tu es acteur à la fois, est-ce que c'est pas le combo parfait pour diriger justement les acteurs qu'on a en face, quand on est soi-même acteur ? Ouais, je pense que de toute façon, tous les réalisateurs ou réalisatrices devraient faire un stage d'acteur. Okay. Pour savoir ce que c'est que d'être acteur. Parce que savoir parler à des acteurs, savoir les diriger, c'est tout un truc. Et oui, évidemment, ça m'a aidé beaucoup pour la direction d'acteurs. Après, pour le côté technique, ça, faut quand même faire un peu des petites formations parce que c'est quand même assez technique, les caméras, les optiques, les objectifs, tout ça, la lumière et tout. C'est difficile d'avoir la science infuse avec la technique. Il faut quand même un peu, ou avoir un très bon chef opérateur avec qui on a un vrai échange. Mais pour la direction d'acteur, ça s'apprend pas vraiment. Ça s'apprend pas vraiment. Ça, moi, j'ai vu beaucoup de grands réalisateurs techniques qui avaient aucune direction d'acteur. Et donc, pour moi, l'alliance, on va dire, parfaite, ce serait quelqu'un qui maîtrise à la fois la technique et à la fois la direction d'acteur. Ça, c'est les grands metteurs en scène. Ok. Et pour rester sur ton film, je rappelle le titre, c'est L'Enfant du Paradis. Premier film magnifique. Et je dis pas ça parce que t'es là. C'est une chose que je pense vraiment. Vraiment, Selim, c'est la vérité. J'aime beaucoup la thématique, en fait, de ce film parce que il y a, pour moi, une des thématiques principales, c'est le passé de son personnage qu'il essaie, en fait, de nettoyer, d'oublier et d'être rattrapé par ses vieux démons. Voilà, et de dire à ses proches, je suis plus le même mec qu'avant. Il y a un côté nostalgique, en fait, dans ton œuvre. Et c'est marrant parce que nostalgique par rapport au passé et quand j'ai regardé, on m'a dit qu'il fallait que je remette le pantalon. Tu dis que je peux reprendre. Excuse-moi, non, mais je rigole. Il y a côté nostalgique dans le sens où, justement, les vidéos d'archives que tu mets dedans, on sent qu'il y a vraiment une nostalgie de ta vie d'avant, quand tu étais enfant. Et justement, quand on regarde la signification même du mot nostalgie, ça vient du grec nostos, qui veut dire retour à la souffrance. Est-ce que pour toi, ça a été aussi quelque part une souffrance aussi, ce retour au passé, en fait, par rapport à ça, de revenir sur ce passé? Ouais, quand même, en vrai, oui. Oui, parce qu'il y avait toute la notion, moi j'ai perdu ma maman, donc il y avait toutes ces images que je remettais en avant pour faire un peu le deuil. Il y avait tout le rapport avec mon meilleur ami Yamin, avec qui je remettais, je pensais à lui pour écrire l'histoire, etc. Donc forcément, ça a été un peu douloureux.
Après, c'était aussi très drôle parfois, comme la vie Bien en sûr, fait. exactement. La vie, c'est pas que soit triste, soit drôle. C'est hauts, des triste, bas, c'est c'est drôle. des grands Des fois, on peut. Ouais. Non, mais moi, je pense à des choses, des fois, dans les moments les plus tristes, c'est là où on va le plus rigoler. Parce que la vie, elle nous rattrape. La vie, elle est là. Ouais. Et ouais, des trucs que je peux pas raconter, mais j'ai pensé à un truc, je me suis dit, c'est chaud à raconter. Mais non, mais il y a des choses vraiment dans les moments les plus tristes, les plus durs de la vie, où tu vas le plus rigoler. Et c'est ça que j'ai vu, que j'ai constaté dans la vie. Et donc, la nostalgie, oui, et en même temps, j'amène beaucoup d'humour. Oui, c'est vrai. Dans plein de moments. Il y a pas mal de légèreté quand même dans le film qui faut que qui le ressortent, film... on passe c'est du tragicomique, quasiment. Et ça, j'aime bien ce ton-là. Et alors, pour l'inspiration du film, une de mes premières inspirations, c'était Carlitos Way. Donc, c'est en fait La Passe en français, voilà. Pour ceux qui savent, avec Al Pacino, réalisé par Brian De Palma et Sean Penn en avocat extraordinaire. Oui, qui est quasiment méconnaissable d'ailleurs. Ouais. Et Viggo Mortensen qui joue. Il y a tous les rôles, ils sont magnifiques aussi. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire d'un gars qui sort de prison. Oui, c'est vrai. Et qui est rattrapé par son passé. Et c'est la fatalité, en fait. Il porte en tout cas. Voilà. Et en fait, je me suis dit, j'avais envie de faire ça, mais dans le milieu du cinéma, sur un acteur qui est rattrapé par son passé. Magnifique. Et en fait, à la base, je voulais même commencer le film comme dans Carlitos Way par le début. Enfin, par la fin, pardon. Ok. Je voulais commencer le début par la fin. Vrai, exactement. Où tu sais déjà que c'est mort. Ouais. Moi, dans mon film, tu sais déjà que c'est mort. Ah bah, quand on connaît en plus la vie de qui tu t'aspires. Mais même, je serai aucun suspense pour exactement. C'est brutal. On ne va pas arriver. Voilà. Ouais. Sauf que même dans Carlitos Way, ce qui est fou, tu peux le revoir 50 fois. À la fin, tu te dis, il va s'en sortir. Ouais. Tu l'as vu déjà, il va choper le train, il va le choper. C'est fou quand même comment il arrive. C'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre ce film. C'est que malgré tout, même si tu l'as vu 50 fois, que tu connais la fin, tu sais que. Voilà. Et que tu as de l'empathie pour le personnage, malgré tous ses défauts et qu'il a été un voyou et tout. Et donc, je voulais raconter ça. Et je trouve que quand on est dans des milieux artistiques ou même ailleurs, sportifs et tout ça, on a comment dire. On est tous rattrapés par notre passé. On est tous rattrapés par dans tous les milieux, par la famille, par ouais, mais t'étais comme ça. C'est les gens qui pensent nous connaître. Je te connais, je sais qui t'es. Ouais. Tout ça. Et nous, on a évolué, on a changé, on veut changer, on fait des efforts. Ouais. Et les gens qui disent, mais je te connais, de toute façon, tu changeras jamais. Ouais, c'est vrai. Et c'est fou parce que ce truc-là, ça te pèse. Colle, en fait. Ouais, et ça te colle. Et le personnage, je voulais qu'il ait ça, je voulais qu'il ait ce truc, qu'il ait ce passé qui n'arrive pas à se décoller de ses basques. Et même s'il a fait des conneries, il a fait des conneries, mais la résilience, c'est bien de pouvoir s'échapper de tout ça. Ouais. Exactement. Et donc, et que ça crée de l'empathie pour lui. Exactement. Malgré tous ses défauts, parce qu'il a plein de défauts, comme un être humain. Et ouais, la première inspiration, c'était ça. Ensuite, il y avait Les Enfants du Paradis, qui était un des films préférés d'Yamin. Magnifique. Ouais, magnifique. Et je me suis, en faisant des recherches, parce que ça suffit pas à faire un titre, mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le Paradis, c'était l'endroit au théâtre où les gens qui n'avaient pas d'argent venaient se placer. C'était le Paradis, c'était l'endroit le plus cheap, le moins cher du théâtre. Donc je me suis dit, en plus, un mec qui vient d'un milieu social défavorisé, qui devient acteur, qui accède à notre milieu. Donc c'est l'enfant du paradis, en fait. On sent ce transfuge des classes, d'ailleurs, dans le film. Transfuge des classes, et aussi le rapport à sa maman qui est décédée, et que lui, à la fin, il va la retrouver, tout ça. Donc il y avait tout ce truc de l'enfant du paradis. J'ai fait un film très personnel, en fait. Je me disais, voilà, je fais un film vraiment intime, et puis peut-être pour la suite, je ferai des films un peu plus ancrés dans quelque chose de l'histoire, l'histoire avec un grand H ou la société. Mais pour le premier film, j'avais besoin de faire quelque chose de très, très personnel. Et d'ailleurs, ton film, il a voyagé, parce que tu l'as montré aux États-Unis, je crois, tout récemment. Ouais, je l'ai montré il y a un mois à Los Angeles. Et c'était comment alors cette expérience alors ? C'était super, franchement, de le montrer là-bas, d'avoir des gens, il y avait des critiques de cinéma américains, il y avait des gens du métier, on va dire, il y avait des Français aussi, parce que c'était dans le cadre de la Villa Albertine, qui est organisée par l'ambassade française, et ils avaient mis mon film en avant. Et ça fait plaisir parce qu'ils ont pas mal de personnes m'ont dit reconnaître le cinéma indépendant américain des années 70, tout ça. Bon, on m'a parlé de Cassavetes, donc ça fait hyper plaisir. En toute humilité, franchement, je vais pas comparer. Je suis vraiment au début de ma carrière et puis c'est pas très bon les comparaisons, mais voilà, ça faisait très plaisir en tout cas d'avoir une reconnaissance outre-Atlantique. Là, je l'ai montré en Algérie la semaine dernière.
Festival de Annaba. L'accueil a été bon. Pareil, ouais, un très bel accueil, puisqu'il y a un rapport aussi de nostalgie avec l'Algérie. Exactement. Du personnage, de ses souvenirs d'enfance. Donc c'était hyper émouvant, pour moi, de le montrer là-bas. On l'a montré en France, il était au festival d'Angoulême, c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière, c'est comme ça qu'il a trouvé un distributeur. Je pense que c'est un film qui touche à l'universel parce que on a le tout ça. repentir, c'est une thématique universelle. On vit tout ça, nos familles, le poids de nos origines, de notre famille et tout. De nos actes aussi passés. Ouais, de notre passé, de des conneries qu'on a pu faire. Non, c'est vraiment un film qui reste en mémoire, en tout cas quand on le voit. Et on a envie de le revoir une deuxième fois, c'est ce que j'ai fait, moi, de toute façon. Je suis parti le revoir après, tu m'avais invité à l'avant-première. Ça, j'en ai été honoré, mais après, je suis parti le revoir en salle parce que vraiment, il m'avait marqué. J'ai tout aimé dedans, vraiment. Et c'est rare de trouver des films français comme ça, en fait. Même en termes d'image, je trouve que cette caméra qui est mouvante à chaque fois, comme ça, qui retranscrit l'état émotionnel du personnage, c'est magnifique, parce que d'habitude, on est trop dans les plans fixes. Moi, j'aime pas les plans fixes. Ça m'en peut plus. Alors que là, il y avait du mouvement, il y avait de l'énergie. C'était à l'image de ton personnage, en fait. C'était très serré, très. Je crois qu'il y a 3 plans larges dans le film. Ouais, c'est tout. Il y en avait pas beaucoup. Tout était en mouvement. Et ça, c'était mortel. J'avais besoin de faire un film très énergique. Il est court, il dure 1h17. Et un film coup de poing comme ça, un peu. Exactement. Et il y a pas de ventre mou, en fait. C'est tout le temps. On y va à fond. Et d'ailleurs, il sera bientôt disponible en VOD. Bientôt, d'ici cet été, en DVD, VOD. Là, ils sont en train de justement négocier la production des ventes télé, le VOD, tout ça. Enfin, il y a tout un parcours du film après sa sortie en salle. Une deuxième vie, là, des festivals encore qui arrivent. Et comment dire... là, il va... En fait, ce qui est compliqué avec ce genre de film indépendant, c'est que comme on fait tout au fur et à mesure, on a trouvé un distributeur grâce à Angoulême, grâce à un article de presse qu'on avait eu dans Première. Incroyable. Donc, à chaque fois, chaque étape, elle se fait au fur et à mesure. Donc, s'il y a des... avoir des coups du destin, en fait, ça. Là, on l'a envoyé à des chaînes de télévision, on attend, et là, on a des belles surprises à chaque fois. Ah bah c'est super, et puis c'est mérité en plus. Et je sais plus ce que je voulais dire, peut-être j'avais un fil conducteur dans ma tête, je l'ai perdu. Mais il n'y a pas de souci, moi si tu veux je peux reprendre sur autre chose, sur le fait qu'aujourd'hui les films ils sont très formatés. Oui, et il y a eu une tension économique là depuis le Covid. Ouais. Et depuis le flux de films qui sont sortis, moi je me suis rendu compte à la sortie de mon film, il y avait 25 films je crois la même semaine. C'est fou parce que les films ils peuvent rester une semaine en salle. En fait dans la masse. Comment tu peux exister et surtout comment tu peux exister avec un film qui est hors système. Oui, c'est ça. Comment tu peux exister, comment les exploitants ils vont te prendre dans leur salle parce que eux en fait ils vont prendre des films qui veulent rapporter des entrées, donc ils vont miser sur les comédies, ils vont miser sur et puis miser sur les gens qu'ils connaissent déjà, sur les gros distributeurs avec qui ils ont déjà d'autres films, donc ils prennent le gros film, ils prennent leur petit film aussi. Donc toi t'arrives en fait et tu peux pas rentrer dans le système en fait, c'est juste comme quand tu vas rentrer en boîte, on te dit mais faut que tu sois habitué pour rentrer. Tu te dis mais laissez-moi rentrer au moins une fois, comme ça je suis habitué après. Exactement. Je sais bien danser, vous allez voir, je fais des bons pas de danse. mais en fait, ils te laissent pas rentrer. Franchement, la vie, elle est comme ça, tu te rends compte. Après là, j'ai de la chance parce qu'il a existé mon film, mais c'était très difficile. C'était le parcours du combattant pour l'envoyer dans les festivals, pour être dans des festivals de catégorie 1, il faut que tu aies un distributeur. D'accord. Mais si tu vas pas dans un festival, t'as pas de distributeur. Donc en fait, c'est à chaque fois. Mais c'est fou. Ouais. C'est fou. C'est-à-dire que si tu veux cet acte indépendant de cinéma, libre, et il a un prix. Et en fait, et en fait, on parle de cinéma indépendant et tout. Même les festivals comme Cannes, la quinzaine des réalisateurs et tout, c'était créé pour ça. En fait, à la base, ils ont créé la quinzaine pour dire bon, maintenant, ça suffit. On va pas toujours inviter les mêmes et tout. Et en fait, maintenant, ça s'est mis en place pareil. Parce que les places, elles sont tellement chères que c'est pareil, c'est juste une autre façon de le faire, quoi. C'est vrai. Et qu'à un moment donné, pour que ça devienne complètement démocratique, il faudrait que ça change à chaque fois, il faudrait que ce ne soit pas les mêmes qui décident, il faudrait qu'il y ait de la diversité, mais pas juste pour faire de la diversité, juste pour dire, on va faire des films de banlieue, donc c'est ça la diversité. On fasse des films de plein de manières différentes. Exactement. Et que pour qu'on puisse faire exister. Parce qu'en fait, le film, s'il n'a pas d'accès au public, comment tu veux qu'il marche ? Ouais. Parce qu'en plus, les films de ton genre, ce qui est bien, en fait, c'est que
ça montre des nouvelles têtes dans le cinéma français. Voilà, de montrer des nouvelles. C'est hyper nécessaire. Moi, je sais que même les gens du public, c'est pas moi qui l'invente. C'est même les gens du public qui me disent on en a marre, on voit toujours les mêmes. Mais c'est taffé, c'est la vérité. Ouais, mais ça se passe comme ça. Ça veut dire que, en fait, c'est un système où les producteurs, ils connaissent les mêmes têtes. Et donc, quand on va leur dire, ouais, un tape de 35 ans, il y a qu'un Blaze qui sort. Ouais. Donc, à chaque fois, ça va être les mêmes. Ouais. Et en fait, c'est-à-dire qu'après, il y a un monopole qui se crée. Et du coup, tu vois toujours les mêmes têtes. Toi, à un moment, t'en as marre. Ces personnes-là, en plus, elles se renouvellent pas puisqu'elles font 50 films par an. Donc, à un moment donné, ils ont même pas... En fait, le truc dans la vie, c'est se renouveler dans la vie. Exactement. Enfin, je veux dire, les acteurs, ils se nourrissent de la vie, si tu peux pas te nourrir que de l'acting. Exactement. Que des cours de théâtre. C'est comme après, ça devient comme des hommes politiques, ils ont même plus accès à la vie. Oui, c'est vrai. Là, ils savent même pas combien ça coûte la baguette ou le café. Ils commencent à vivre dans une bulle. Ouais, ils vivent dans une bulle. Donc après, ils jouent comme des acteurs d'une bulle. Ouais. C'est des... Voilà. Non, mais je veux dire, je te jure, ils jouent formatés, ils ont des émotions, ils ont du trémolo, tout ça, mais tu vois, ils savent plus, ils sont plus connectés à la vraie vie. Ouais. Ils sont techniques. Ouais, c'est vrai. Et c'est là où, justement, dans le cinéma américain, alors oui, ils ont ces défauts de faire des méga blockbusters de super-héros jusqu'à l'overdose maintenant, mais d'un autre côté, ils ont encore cette force de révéler à chaque fois des nouveaux visages quand même. Ouais, alors aux États-Unis, si ça marche pas 2-3 films, vas-y, next. Ouais. Là, en France, tu vois, il marche pas 20 films, il est encore là. Comment ils sont darons, le cinéma? Comment ça se passe? C'est vrai. Non, ici, un acteur, il te le saigne jusqu'à... Et les pauvres, après, t'as plus envie de les voir. Du coup, ils disparaissent du jour au lendemain, tu t'entends plus parler d'eux, pour certains. Mais les États-Unis, en fait, c'est un autre truc. Les États-Unis, c'est qu'ils ont des temps de prépa de malades. C'est-à-dire, en France, ça aussi, il y a un truc sur la préparation des rôles. Des fois, tu sais que tu fais le rôle 3 semaines avant. Ah ouais, non, c'est chaud. On t'appelle, tu vas faire le rôle d'un alpiniste. Tu dis, mais comment je vais faire un alpiniste en 3 semaines Le résultat, tu le vois à l'écran. Tu vois, du coup, tu fais l'alpinisme. T'es en galère un peu. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ouais, voilà, tu mets ta veste de survêt et tu vois là. Ah, il y a le thème de l'alpiniste bientôt. J'ai appelé Stallone, je vais dire avec Cliffhanger, on fait la suite ou pas. Là, mais pour ceux qui connaissent, d'ailleurs, c'est un vieux film. Ouais. Mais, comment dire, ouais, là-bas, ils préparent. 1 an. Le mec, il a fait Elvis, 3 ans, il a préparé. 3 ans. Ouais. 3 ans, il a fait Elvis Presley, il parle comme lui, il danse comme lui et tout. En France, on va te préparer 2 semaines avant. Ah ouais, non, tu vas faire Elvis, tu vas arriver. Ça va être bizarre, tu vois. Tu vas faire ce que tu peux, tu vas regarder des vidéos sur YouTube, tu vois. Il n'y a pas tant de prépa, mais c'est pas les mêmes budgets aussi. Oui, aussi. Mais faut un confort, à mon avis, pour une prépa, non, j'imagine. Ouais, mais ce que, par exemple, Keshish, il fait, c'est qu'il prend ce temps. Il va peut-être payer, tu vois, tu vas te payer sur la longueur, peut-être moins, ton cachet va être moins important, mais il va essayer de prendre un temps de prépa. Et après, genre, ouais, il traîne beaucoup sur les tournages, ça dure 4 mois. Mais tu vois, le résultat, les personnes, elles sont dans leur personnage. Elles connaissent toutes les facettes de leur personnage. Alors que quand tu fais tout en surface, t'arrives, c'est de la surface. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que les sitcoms, c'est pas du jeu d'acteur de fou, parce qu'ils ont les textes la veille, ils arrivent, tac, ils doivent jouer, ils font comme ils peuvent. Tu vois. Bah justement, tu abordes le prisme de la télé. Tu as fait pas mal de séries télé à succès, Braqueur, de Julien Leclerc, là tout récemment, Ourika qui arrache tout à l'échelle internationale sur Amazon. Et justement, il y a aussi, pour le coup là, ça a été risqué de leur part, mais pour le coup, ça a été un pari gagnant. On a vu enfin des nouvelles têtes. En tout cas, en France, un certain Adam Bessin n'était pas connu, même si lui a déjà tourné avec les frères Rosso, un film produit par les frères Rosso, tout ça. Un film aussi tunisien qui avait été exactement présenté l'année dernière à Cannes. Il revient d'ailleurs à Cannes avec un autre film cette année, c'est ce que j'ai vu. Mais en tout cas, le public français, lui, l'a découvert avec Ourika. Là aussi, belle distribution. On a été tous agréablement surpris. Ouais, Noam Edge, Sausan Abes, Max Gomis. Ça fait plaisir de voir ces nouveaux visages. Lamine Ba, justement. Plein de nouvelles têtes. C'est incroyable. Qui sont arrivées. Voilà, et ça fait super plaisir. Ils jouent aussi bien que les autres, voire mieux. Et justement, le temps de prépa sur cette série, parce que tu disais que la prépa, c'était une des clés aussi de retrouver des acteurs qui incarnent bien leur personnage. Vous avez eu un gros temps de prépa pour ça ou? On n'a pas eu un super gros temps de prépa, mais là où Amazon et Booba, Clément Godard, ils ont été malins, c'est que on a fait du travail ensemble, de table, avec les acteurs. D'accord. En amont, donc. En fait, sur le scénario. Ok. Avec les scénaristes, avec les réalisateurs, avec les showrunners. Et
Et ça a été hyper important. Parce que là, on a pu parler de nos dialogues, de nos personnages. Et chacun a pu apporter sa petite pierre. Okay. Dire, ouais, moi, je parlerai pas comme ça, moi, je dirais ça comme ça. Donc, et là, on l'a pris ce temps-là. Ok. On a pris ce temps-là, on a beaucoup discuté sur les choses. Et comme ils ont pris quand même des acteurs de qualité qui avaient envie de bien faire les choses, donc on a beaucoup réfléchi. Le rapport entre les deux frères, le rapport du flic, qui représente qui par rapport à quoi. Il y avait des acteurs aussi comme Slimane Dazi qui sont déjà ancrés, Mariam Serba. Ils ont pris des nouvelles têtes, des jeunes. Ils ont pris là pour le coup de la vraie diversité. Bah oui. Tu vois, dans les flics, t'en as 4, ils sont noirs. T'as 2 rebeux. Enfin, ils sont pas posés la question. Et en fait, comme c'est un mec qui vient du terrain, aussi Clément Godard, qui a travaillé dans la police, et tout, il arrive avec de la réalité. Ouais. Alors que quand tu vois des séries, bon, ça commence à changer, mais les séries à l'époque, c'était, t'as l'impression que la France était passée à la machine à laver. Commissaire Moulin, quoi. Tu vois, ouais, mais Hélène et les garçons, tout ça, mêler les abeilles et tout. T'as l'impression qu'il y avait, c'est marrant, enfin franchement. Non, là, il y a un gros cap qui a été franchi, et justement, j'allais en dire un peu à l'américaine. Oui, bah c'est ça. Un peu en mode, la France, c'est ça. Exactement. Et ça marche. Il y a aucun moment on se pose une question, on se dit ouais, mais attends, il y a trop de couleurs dans le. Ça c'est pas crédible, c'est trop. Au contraire, c'est super crédible. C'est super crédible et la qualité aussi, elle vient aussi de l'œil extérieur de Booba qui a ramené ce côté un peu street de son expérience et tout. Et donc je pense l'alliance des deux, ça a fait. Ça a matché. Ça fait un très bon Et après, produit. derrière, avec des acteurs qui ont envie de bien faire et qu'on la dalle aussi, qui arrivent avec des trucs. Voilà. Ok, on nous donne notre chance, on va y aller, et on va pas reprendre les mêmes à chaque fois, parce que c'est fatigant en vrai. C'est pas contre eux, hein, moi, tous ces gens-là. J'ai rien contre eux, mais c'est juste même pour le public d'un moment donné. Renouveler les visages. Après, tu peux revenir et tout, mais genre. J'ai l'impression que quand il y a quelqu'un qui prend sa place, il veut c'est plus pour la lâcher, 30 ans. C'est genre, ouais. Exactement. Non, et alors, je vais essayer de pas spoiler, mais je vais revenir sur une scène en particulier, tu sais laquelle, je t'avais laissé un vocal là-dessus, parce que j'ai la gorge nouée, parce que pour le coup, pour le coup, la relation fraternelle qui est entre vos deux personnages, ça devient, on approche du Abel et Caïn vers la fin, quasiment. Ouais. Mais ce qui se passe sur cette scène, lors de l'ultime confrontation avec ton frère, comment on fait pour dégager une telle intensité émotionnelle? Où t'es parti puiser ça? Parce que vraiment, c'est pas du jeu, c'est pas possible. Mais vraiment, je te le dis, tu sais, j'avais des réactions bizarres sur mon canapé, en fait. Je me suis dit, mais non, c'est ouf. Non, mais quand t'arrives à procurer ce genre de sensation chez les spectateurs, tu dis, putain, quand même, c'est fort. Où t'es parti chercher ce truc-là? C'est un mélange, en fait. Chacun sa cuisine intérieure, mais c'est un mélange d'expérience, de ce qu'on a pu vivre dans nos familles, de ces rapports, tu disais, fraternels ou familiaux qui sont tellement forts, où des fois, ça peut remuer en toi des choses tellement douloureuses. T'es parti puiser là-dedans. C'est déjà ça, tu peux avoir ça que avec ta famille, cette intimité-là. Ensuite, en termes d'acteurs, avec, tu parlais de Adam Bessa, on a pu partager quelque chose de très fort en termes de jeu, d'intelligence, de réflexion sur qui on est. Sa manière dont il réagit. Ouais, bien sûr. Tu vois, ça se fait à deux. Même Mariam Serba, la maman, Mariam qui était actrice chez Keshish aussi, parce qu'on parle pas d'elle, mais exactement. Elle tient bien la route. Ça, c'est la matrone dans la famille. Qui est super dans le film. Et tout ce poids de qui on est les uns avec les autres. Et comment tu ressors ça, et comment ces mecs-là, ils sont pas clichés, en fait. C'est des voyous, mais ils ont une humanité. Et comment t'arrives à un moment donné, alors, à pas jouer juste le gros voyou qui est là, qui a... c'est les fêlures qu'on voit. Ouais, c'est ça qui les rend humains, c'est ça qui les rend attachants. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qu'arrivait à faire Scorsese avec tous ces voyous dans Les Affranchis, t'as envie d'être les gars, alors que c'est tuent des mecs, ils les mettent dans des coffres, ils les enterrent, ils sont là, après ils mangent avec la daronne. On a tous envie de ressembler à Jimmy Conway. Tu vois ce que je veux dire? Alors t'imagines, t'as envie d'être eux. Alors c'est des ouf. Parce qu'ils ont réussi à créer de l'empathie. Voilà, parce qu'ils ont de l'humain. Ils ont de l'humain, ils ont des problèmes. Ils ont leur part d'humanité. Voilà. Et donc, il a réussi à les rendre humains. Et là, on a réussi à toucher ça dans Ourika. Parce qu'il y avait cette volonté-là. D'y aller.
Alors que parfois dans d'autres projets, il n'y a pas cette volonté-là. Il y a une volonté d'être dans les clichés ou fantasmes des personnages. Mais dis-moi, lors de cette scène, je sais pas, moi c'est mon a priori, enfin c'est ce que je crois, mais tu me confirmeras, il n'y a pas dû avoir beaucoup de prises. Non, tu peux pas. Ah, c'est impossible. Tu peux pas. Mais déjà, même au niveau des effets et tout, t'as vu, il y a c'est tout un truc, du réglage et tout ça. Donc tu peux pas en faire plusieurs. Je crois qu'on en a fait 2. Ouais, je m'en doutais. 3 peut-être. 2, je dirais 2. Mais il y a beaucoup de prépa. Déjà, la veille presse, tu dors pas, tu prépares ta scène. Nous, on en a discuté. Il y avait la scène qui était écrite d'une telle manière. J'en avais parlé avec toute l'équipe. Garder de la surprise aussi. Savoir surprendre. Parce que, tu vois, des fois, dans le jeu ou dans les textes, l'autre, tu sais ce qu'il va te dire. Tu sais ce qu'il va te dire. C'est écrit. Oui. Donc, des fois, tu te prépares à ce qu'il va dire. Tu dis, il va me dire ça, je vais lui dire ça, il va me dire ça, je vais lui dire ça. C'est déjà en train de préparer ta cuisine, tu vois. Et des fois, hop, tu fais une surprise. Tu dis pas ce qu'il attendait. Il y avait un peu d'appro dans ce truc ou pas du tout? Bien sûr. Ouais, d'accord. Bah ouais. Donc, mais dans le même truc, tu vois, dans le même thème. D'accord. Mais donc l'autre, tu vois, dans son œil, hop, tu vois que tu l'as déstabilisé. Mais ça, si tu arrives à choper ce moment-là et que l'autre, il est en kiff avec toi et qu'il arrive à faire du freestyle, c'est comme du jazz. Ouais. Tu vois, ça joue, pam, pam, pam. Et l'autre, ah ouais, ok, il va jouer ça, ouais, on va jouer à ça. Et du coup, ça commence à s'amuser. Et là, ça part, tu vois. Et si tu as des bons partenaires et derrière les gens qui te suivent derrière techniquement, t'arrives et les Américains, ils font ça, mais c'est incroyable. Et en fait, là, en France, on des fois, tu vas sortir, ouais, coupé, pourquoi t'es... Tu vois, genre, mais non, laisse, on était bien là. Tu vois, et tu vois, je sais pas, dans la scène, je crois que c'est dans Django où DiCaprio casse le verre. Oui, c'était pas prévu, en fait, ça. il s'ouvre vraiment la main, elle est ensanglantée, il continue son truc, il a des bouts de verre dans la main. Ouais. Il y a plein de moments comme ça, il y a dans Les Affranchis, il y en a dans une. Les Affranchis, ouais. C'est celle où justement, il y a Joe Pesci qui raconte une blague et que l'autre se met à rire. Exactement. Cette scène, elle n'était pas prévue dans le script. Ouais. Il y a Scorsese qui laisse tourner la caméra et l'autre croit vraiment que Pesci va le démonter parce que Pesci, dans la vraie vie, c'était un thug avant d'être un acteur. Ouais. Faut le savoir. Non, mais cette scène, tu sais que il y a une scène d'inspiration où il y a une bouteille qui se casse sur la tête dans mon film. Ouais. Et à la base, il y avait une inspiration de cette scène où il est en blague et tout, d'un coup, il pète la bouteille. Ouais, d'un coup, c'est sérieux, d'un coup, ça passe dans tous les styles de... Tu vois, dans une scène, t'as plein de styles de scène. Il y a des moments comme ça qui sont pas prévus, qui sont de la magie. Dans Will Hunting. Oui, aussi, sur le incroyable. Robbie Williams, il avait 3 répliques. Il voulait dire, ouais, les femmes, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et là, il arrive et l'autre, il dit, j'ai laissé tourner la caméra, il est parti, il a livré son cœur de lui-même, en vrai. Exactement. C'est un grand acteur, mais voilà, des fois, de laisser la part de... L'improvisation comme ça, naturelle. Ouais, de faire confiance à ses acteurs. Se dire, à un moment donné, mes acteurs, même si ça se trouve, ils connaissent mieux leur personnage que moi. Parce que le réalisateur, en fait, il doit être là pour comment dire, pour gérer tout ça, pour faire que ça marche. Mais l'acteur, normalement, il est censé connaître son personnage mieux que le réalisateur. Ouais, bah oui, s'il a bien travaillé en amont, tout ça. Voilà, et c'est là où aussi il faut faire confiance, c'est un truc de confiance et tout, qui doit s'instaurer, qui doit s'installer entre les gens. Donc voilà, on a arrivé avec des surprises, avec une faites-nous confiance. On va arriver, on va faire un truc. Et c'est là où les acteurs, ça devient des entre guillemets des chefs de poste. Tu vois, t'arrives aussi avec une proposition, quoi. T'arrives pas juste avec, ok, je vais dire mon texte minimum syndical, tu vois. J'ai appris mon texte, je vais le dire, je vais repartir, je vais utiliser le bon ton, je vais faire un peu d'émotion dans ma voix, je vais avoir les larmes qui montent aux yeux. Ça, normalement, c'est le b.a.-ba de l'acteur. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, moi, je la recommande à tous. N'hésitez pas à la regarder. C'est vraiment, pour le coup, on voit des visages frais qui jouent tous bien. Ruez-vous dessus. Vous n'allez pas le regretter. Vraiment, ça fait plaisir de voir, comme tu disais, Salim, pour le coup, une série, tu vois, avec un parfum à l'américaine, mais tout en racontant une histoire, en fait, française, avec un souffle à l'américaine. Elle a un changement de ton, parce qu'au début, elle commence de manière un peu, pas cliché, mais presque. Genre la cité, machin, ça brûle, les émeutes et tout. Mais ça se polarise vers la famille. Et en fait, après. Ouais, et plus t'avances, elle change limite de ton. Ouais, ça devient, on rentre plus dans l'intime. Ouais, on rentre dans l'intime, on rentre aussi dans l'intime de comment se passe une filature, la collaboration entre la police française, les stupes internationaux, tout ça. Et ça, c'est parce que c'est vraiment réaliste.
Ouais, c'est vrai, il y a eu une vraie recherche. Non, c'est vraiment incroyable. Je la recommande à tous, vraiment. Et là, on va passer à... Voilà, donc il faut savoir que dans Lights, Camera, Action, il y a 2 rubriques, Selim. Je te l'ai pas dit, mais je te le dis. Oh. Voilà. Tu m'as improvisé, toi aussi. Voilà, donc je voulais savoir, ça va être difficile pour un comédien, mais je voulais connaître ton top 5 en film. Oh là là, c'est trop dur, ça. Je sais, mais t'as pas le choix. Trop dur. Top 5, c'est quasiment impossible. Même top 10, presque, c'est impossible. Top 5. Mais très, très dur. En plus, franchement, je vais te donner un top 5 du moment, de là, maintenant. Oui, voilà, ton ressenti, ça peut être... un top 5 qui va changer dans une semaine. Mais allez, c'est pas grave. Mais, oh là là. Ton top 5 du moment. Tiens, allez, vas-y. Mon top 5 du moment. En numéro 5, tu mettrais quoi? Allez, vas-y, on va dire Carlitos Way. Comme ça, on commence gentiment. Genre vraiment la scène dans la gare de poursuite, la scène dans la discothèque quand il est recherché. Il y a tellement des scènes de mise en scène extraordinaires, de jeux d'acteurs. Moi, je pense que pour moi, Pacino, c'est un de ses meilleurs rôles. Ouais. Il a 53 ans, il est au summum de son art, de sa maîtrise, de qui il est, c'est vraiment, vraiment très très fort parce que tout le monde se rappelle du Parrain, tout le monde se rappelle de Scarface. Ce sont des performances de toute façon d'acteurs. J'aimerais bien faire un package Pacino, comme ça je le mets dans mon top 5 parce que même en parlant, je me dis tiens, je vais garder de la place pour un tel. C'est ton top 5, tu fais ce que tu veux. Je suis obligé de mettre un De Niro dans l'histoire parce que toute ma vie, je me suis dit, ouais, je préfère De Niro. Oh non, je préfère Al Pacino. Non, je préfère De Niro. En fait, c'est un choix impossible. Ça, tu peux pas, parce que De Niro, il a un côté physique que Pacino a d'une certaine manière, parce que c'est un acteur physique, mais il a des transformations. On aurait Raging Bull. Raging Bull, je peux le mettre dedans. Ouais. Et c'est passé de ça, Nerf à vif, qui est moins pour moi, moins un chef-d'œuvre, mais Mission. Il a fait des films. King of Comedy. Incroyable. Qui va inspirer le Joker, d'ailleurs, de Joaquin Phoenix. C'est quoi le titre en français de King of Comedy? Le roi de la comédie. Non. La valse des pantins. La valse des pantins. La valse des pantins, voilà. Exactement. Ouais. Ça, mais même dès les débuts des Taxi Drivers, des Mean Streets, les incorruptibles. Même quand il fait un petit rôle avec son œil comme ça qui rigole et tout. Incroyable. De Niro, faut mettre un de ses films. Denzel aussi. On peut pas oublier Denzel. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais te faire un truc, je te jure. Tu sais que je l'ai vu au théâtre, Denzel. Mais t'es pas sérieux? Je vais le voir à New York. Ok. Je te dis le prix de la place, c'était toutes mes économies de l'époque. Mais j'étais allé voir Denzel au truc, et voilà, il avait fait un truc. Il est arrivé sur scène comme ça, clac. Et je te jure, il a fait ça. Avant t'asseoir, il fait ça. Et il s'assoit. Juste, il tirait son bénard, et il s'asseyait. J'ai fait, ah ouais, ça c'est la classe. Non, mais il avait un côté hyper félin. C'est pour quelle pièce, ça? Fences, mais qu'il a fait en film après. Fences, ouais, qu'il a fait en film. Magnifique film. Mais ouais, je me suis refait, tu sais ce que je me suis refait là, dans l'avion. Donc là, top 5, on a dit Carlitos Way. Top 4, Raging Bull. Et 3. Ouais, franchement, tu sais quoi, je me fais pour un biopic Malcolm X. Ouais, celui-là, c'est... Quand il marche avec les chapeaux comme ça. Malcolm X, les pitchs, tu sais, quand il est les discours, oh là là, la force. La force. L'ultra puissant, ce film. Oh. Non, Malcolm X, C'est un trauma de ciné, ça. Je l'ai revu là, je me suis dit, ah ouais, quand même, franchement, Spike Lee. Il a fait des grands films, qui a fait, comment il s'appelle, Do the Right Thing, tout ça. Incroyable. Qui a fait des qu'on pourrait, parce que c'est discutable. Inside Man, ouais, Clockers. Tu peux dire c'est discutable, mais voilà, en tout cas, j'ai revu Malcolm X il y a pas longtemps. Il y a un film, je sais que les gens, bon après c'est évident parce qu'il avait eu, de toute façon, il avait eu l'Oscar, mais There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Exceptionnel, avec Daniel Day-Lewis. Ouais. Et Paul Dano. Ouais, il y a des scènes, elles sont... Mais la mise en scène, déjà, c'est... Ouais, c'est fou. C'est fou, même comment il habite son personnage et tout, c'est une folie. Avec Daniel Day-Lewis, c'est un monument aussi en termes de comédien. La scène dans l'église, là, quand il lui dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Je peux pas la faire en anglais. La scène de fin, là, avec le... Quand il dit « Je bois ton... » Ouais, c'est fou. La scène non, de c'est du théâtre. C'est limite du théâtre, quoi. Ouais. Non, on est chez les dingues, là. Ouais, c'est très, très... La perf, c'est trop... Ah ouais, la performance d'acteur, elle est... Mais après, c'est là où, des fois, je me dis, la performance d'acteur,
Des fois, ça fait performance d'acteur, mais c'est quand même, ça fait plaisir, une performance d'acteur. On peut pas le nier. Tu dis, tu sens parfois quand c'est un peu too much, mais ouais, tu ça sens fait que plaisir quand l'acteur, même. il se dit, ah, les gars, vous avez vu comment... c'est moi. Donc, des fois, c'est, voilà. Et il t'en reste plus qu'un. Oh là là, un seul, il reste. Non, je te jure, après, la vie d'Adèle, je vais pas le mettre en top 1, mais la vie d'Adèle, la scène de rupture entre les deux, elle est extraordinaire. Oui. Mais je peux pas mettre le numéro 1, mais en fait, c'est un top 5 du moment, tu vois, parce qu'après, là, faudrait que je prenne une semaine pour analyser dans mon cerveau. Mais les films italiens aussi, il y a comment il s'appelle, le pigeon en français, en italien, parce qu'à la fin, j'étais avec des Italiens, on a cherché le titre. Je connais pas en italien, mais je vois de quel film tu parles. Il y a Affreux, Sale et Méchant aussi. Il y a Pain et Chocolat. Rocco et ses frères, c'est extraordinaire. En film français, il y a... moi, Piala, j'avais beaucoup aimé Loulou de Piala. Loulou de Piala, je trouvais ça très très fort. On parlait de meurtre d'un bookmaker chinois, de Cassavetes, Femme sous influence. Il y en a trop. Hein. Ouais, il y en a trop. Gloria, franchement, Gloria. Ouais, il y en a trop. Il y en a trop. Et puis non, mais dernièrement, j'ai vu un film, j'en parle souvent en ce moment, un film finlandais qui s'appelle Compartiment 6. Ça se passe dans un train. Ok. Magnifique. Ouais. C'est un peu du cinéma naturaliste. Mais alors, ouais, Shadows de Cassavetes. Ouais, magnifique. Ses premiers films, enfin son premier film, je crois, en noir et blanc. Ouais. Non, mais il y en a trop. En vrai, je te jure, ta question, elle est pas... J'avais envie de dire Le Parrain, parce que voilà, c'est Coppola, c'est Pacino, c'est... Après, en actrice, il y a moins de... Mais Talia Shire, moi, je l'aime bien, hein, franchement. Moi, tu sais, en fait, même, j'aurais pu mettre Rocky, en vrai. Pour moi, en vrai, personnellement, dans mon top 5, Rocky 1, c'est un chef-d'œuvre. Et il y a Sylvester Stallone qui s'est battu pour réaliser son premier film, qui joué dedans. Ouais. Et il y a Talia Shire qui joue la femme, la sœur de Pacino dans Le Parrain, qui est la nièce de Coppola. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, ce film, Rocky, il a alimenté mon espoir, mon courage, tout même mon rapport à la boxe et tout. Et il a des défauts parce que tu vois comment il est. Stallone, il a plein de défauts et tout, mais c'est d'une beauté extraordinaire. Exactement. C'est d'une beauté extraordinaire. Ouais. Et le film qui coûtait vraiment pas cher, qui était un film d'auteur américain, qui a été le plus gros succès du box-office de quasiment de tous les temps, vu la culbute qu'il a fait. Mais la musique de Bill Conti, c'est franchement, c'est l'alliance de tout, de la persévérance, de la révélation de quelqu'un qui va devenir une icône du cinéma international, qui va rien lâcher. Pareil, un Italo-américain, parce que moi je compare souvent les Maghrébins en France aux Italo-américains aux États-Unis. Voilà, donc Rocky, je le mets au top 1. Ok. Et après, alors, si tu devais faire un Voltron cinéma, c'est-à-dire un film qui comprend ton réalisateur de rêve, ton acteur de rêve, ton actrice de rêve, ton scénariste de rêve et ton directeur de photographie. Ce serait quoi ton Voltron cinéma? C'était des questions hyper dures. C'était qui la team de... Parce que moi j'ai un film référence aussi qui est vraiment un de mes films préférés. C'est Beautiful de Alejandro Inarritu. Incroyable. Moi j'aime beaucoup Inarritu, surtout dans ses premiers films. C'est un tout petit peu vieilli, Amour Chienne. Ouais. Mais Beautiful, c'est mon préféré. Javier Bardem, très très grand acteur. Ouais. À son prime, je peux les prendre à n'importe quel âge. Ouh, à son prime, ouais. Donc après, en actrice En actrice, Meryl Streep, c'est quand même, ça reste... on va pas se mentir. Hein. C'est des monuments. Ouais, et puis en plus, franchement, l'acte, quand elle rejoint son mec qui est en train de mourir, John Cazale, sur Voyage au bout de l'enfer de Cimino, c'est quand même beau, parce qu'elle va faire ce film parce que son mec il va mourir, donc elle l'accompagne sur le tournage et elle chope la vedette, on va dire. Elle explose dans ce film-là et ça devient une des plus grandes actrices de tous les temps. Kramer contre Kramer après. Donc elle arrive à donner de la force.
Donc non, mais en vrai, je dirais Pacino, Meryl Streep, réalisé par... Inarritu. Oh non, allez, vas-y, on va leur mettre un... Inarritu, Scorsese à son prime quand même. Scorsese. Okay. Il co-réalise. Inarritu, Scorsese. Ok. Bon, Darius Khondji, c'est quand même la référence un peu des chefs-op et scénaristes Schrader. Ouais. Taxi Driver, Raging Bull, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Lui. La Féline et tout ça. Putain, il y a tellement de films. Tu sais que hier, je pensais, ou il y a 3 jours, je pensais à Bad Lieutenant aussi. De Ferrara. Quelque chose. Hein. Et tu sais, quand tu vois que Hervé Kettel, il était au bout de sa vie, il donne tous les rôles à ses potes. Il dit non, mais vaut mieux que tu prennes un mec qui s'appelle De Niro et tout. Donc il passe à côté de Taxi Driver. Je sais. Ouais. Pour faire une passe D à son pote. Et finalement, il fait une traversée du désert parce que lui, il fait des films indés dans les années. Fin des années 70 et tout, et c'est plus à la mode et tout, donc il est plus du tout bankable et tout ça. Et il revient il se dit, j'ai un scénario comme ça, Abel Ferrara qui m'envoie un scénario. Il a son prime dans ce film-là. Ouais, extraordinaire, c'est pareil, il a une 50aine d'années. Torturé, mort, incroyable. Ouais, chef-d'œuvre. Incroyable. Ouais. Et il y a une autre rubrique, on va terminer sur celle-là, ça s'appelle le Say No Name. Alors le Say No Name, je vais te dire c'est quoi. C'est que tu dois nous raconter une anecdote drôle ou merdique, ou drôle et merdique à la fois, qui t'est arrivé dans le cinéma, mais la seule règle, c'est de ne balancer aucun nom des gens qui sont mêlés à cette anecdote. Ok. C'est impossible que t'en aies pas. Ouais, c'est impossible que j'en ai pas. Mais... Tu peux sortir des dossiers, tant que tu ne déclares pas les noms, c'est bon. Ouais. Je peux dire des dossiers sur des gens sans que... Ouais. Bon, des fois, on fait des films, on sait pas trop, on va faire des films pour des potes ou des choses comme ça. Et une fois, genre, j'étais allé faire un film où je savais que je m'embarquais sur un truc un peu compliqué, mais je me suis pas rendu compte que c'était à ce point-là. Mais je m'en suis rendu compte sur le tournage. Et à un moment donné, t'avais des gars, bon, je sais pas, c'était à moitié des mafieux, à moitié des mecs qui faisaient des films, je sais pas comment ils faisaient leurs films. Et c'était il y a longtemps. Et à un moment, ça m'avait tué de rire parce que l'indication du réalisateur a été formidable. Et il y avait un gars qui courait avec une arme et tout, et il devait tomber à un moment donné et se faire tirer dessus. Et à un moment, il dit quand je tombe, comment je tombe? Et le réal, il lui dit, comme une merde. Et là, je me suis dit, mais ok, c'est la meilleure indication de tous les temps de cinéma. Comment je tombe comme une merde. Ok. Je lui donne la palme d'or de la direction d'acteur. Et le film était une belle catastrophe. Non, mais voilà, j'ai dit citer aucun nom. Ouais, mais c'était si les personnes se reconnaissent, qu'elles me fassent jamais tourner dans leur vie, dans leur film. Non, c'était ce qu'on voulait. Merci Selim. Et juste, je termine avec ça. Je voulais te dire que la première fois que j'ai été journaliste dans ma vie, que j'ai animé une émission, c'était il y a 14 ans de ça, et quasiment jour pour jour. La première personne que j'avais reçue dans mon émission sur Beurre FM à l'époque, c'était toi. C'était pour le film Un fil de Mehdi Benatia. Avec Claudia Cardinal. Chose incroyable, j'avais fait ma première émission avec toi, et là je refais une nouvelle émission avec comme premier invité toi aussi. Et est-ce que ça te porte bonheur? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que ça a été bénéfique? Ça va porter bonheur jusqu'aujourd'hui. Je peux dire un petit mot ou pas? Non, moi aussi je suis très honoré Mounir, de venir dans cette première émission. Première édition, c'est toujours franchement émouvant de participer à la création de quelque chose. Et je trouve que les questions étaient très pertinentes. Merci beaucoup. J'espère que les gens vont pas s'ennuyer parce que on rentre quand même dans la profondeur des choses. Bon, il y aura du montage, il y a une équipe derrière aussi qui va faire que tout va prendre du rythme et tout ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de prendre le temps, de parler des choses en profondeur, de se sentir à l'aise aussi, de sentir à l'aise, de pouvoir parler de notre métier sans langue de bois. J'allais dire gueule de bois, mais sans langue de bois. Mais ouais, c'était en tout cas très intéressant. Merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe. Merci Salim, à toi aussi d'être venu. J'espère longue vie à votre émission. C'est ce qu'on souhaite tous. Et que ça continue et que tout le monde ait sa place, que tout le monde ait la parole sur ce métier, qu'il soit pas un métier élitiste, fait que pour une certaine frange de la population, et qu'on puisse tous s'exprimer à travers l'art qu'est le cinéma ou aujourd'hui la télévision avec les plateformes, etc. Donc, longue vie à l'émission.
Merci beaucoup, merci encore une fois Salim d'être venu. C'était Lights Camera Action. Je suis Mounir, journaliste et scénariste. Ça a été un plaisir de te recevoir, Salim. Je remercie tous ceux qui sont derrière la caméra. Voilà, Oumar, Samir, Yacine, Fabrice. Je remercie vraiment toute l'équipe Scud Film pour avoir mis à contribution ce magnifique écrin qu'est ce lieu, la belle disposition des lumières, tout était impeccable. Encore une fois, merci à tous. On se donne rendez-vous au prochain numéro et vous allez voir, ce sera encore plus magnifique que maintenant, même si c'était déjà magnifique. À la prochaine.